Bah écoute, j'ai le petit machin là pour vous faire passer les. Attends, on a fait quoi? La télécommande. On va se mettre. Oui, c'est parce que. Non, là, c'est bon. Non, Là. Ah oui, c'est vrai que ça gêne pas là. ça gêne pas. On est ébloui. Ben, bonjour à tous. Donc, je suis Michael Landel, je suis le directeur du mémorial du camp de concentration de Natzweiler-Struthof, donc un site qui dépend du ministère des Armées, qui est monument historique et donc qui est géré par l'ONAC, l'Office national des combattants et des victimes de guerre. Et à mes côtés, Joël, J'ai pas mes lunettes de soleil. qui aura l'occasion de se présenter un peu plus en détail juste après. On vous présentera un petit peu qui sont les personnes qui ont travaillé à ce projet. Alors déjà, juste une petite intro pour vous dire ce que c'est, parce que qui dans la salle connaît le camp de Natzweiler? Bon, il y a des personnes, je le sais, mais il y a quand même des gens qui connaissent, oui, c'est pas forcément connu chez le grand public. Donc c'est un camp de concentration qui est installé sur le territoire français actuel, en Alsace, à 800 mètres d'altitude, entre Strasbourg et Saint-Dié-des-Vosges, pour vous situer, qui se trouvait en Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale, puisque l'Alsace était annexée. Et donc les nazis ont installé un camp de concentration sur leur territoire. Sur la carte à droite, c'est tous les camps de concentration d'Europe à l'époque nazie. Vous voyez, Natzweiler, c'est un des camps les plus à l'ouest du territoire nazi. Alors ce camp, je vous l'ai dit, en altitude, 800 mètres d'altitude, en pente, avec des terrasses. Une grande partie a été détruite et revendue après-guerre. Il y a des baraques qui ont servi d'écoles pour récupérer, pour faire des écoles dans le cadre de la reconstruction d'après-guerre. Il n'y avait pas une question patrimoniale en 1950. Ça a été donc en grande partie détruit et démonté. Et il reste aujourd'hui 4 baraques, plus ou moins d'époque. Et un monument, tout en haut, le monument national de la résistance et de la déportation, créé par le général de Gaulle en 1960, avec un déporté inconnu enterré au centre du monument. Un camp qui a une histoire très longue, qui, avant le camp, c'était une station de ski, une station de luge, de ski de fond, dès la fin du XIXe siècle, avec une auberge, un lieu de villégiature pour les riches strasbourgeois, où on va aussi installer une villa pour le PDG de la Sogenal, la banque assurance Sogenal, qui est une banque alsacienne, qui installe sa villa de villégiature dans les années 20. Et puis, les nazis, en 1940, vont y installer un camp pour y installer une carrière de granit pour construire les grands monuments du Reich, qui va ensuite se transformer en usine d'armement pour les avions Junkers. Puis, à partir de 1944, de la découverte du camp par les Américains, on va avoir un camp d'internement pour les étrangers, pour mettre les Allemands, les gens qui étaient accusés de collaboration, jusqu'en 1945, et de 1945 à 1950 à peu près, une prison. Donc une utilisation beaucoup plus française qu'allemande. Et il faut attendre les années 50 pour que ça devienne un mémorial, un site de mémoire. Alors, c'est un camp qui est situé sur 3 espaces. Vous avez ce qu'on appelle le camp bas, qui est l'origine du camp. C'est un tout petit camp qui a été construit dès 1941, autour d'une auberge préexistante, où on va avoir les premiers déportés qui arrivent en mai 1941. Et puis qui vont construire la route d'accès, qui vont construire un grand camp au-dessus, le camp que vous avez à droite, et en même temps, on installe une carrière à droite, en bas à droite, pour exploiter le granit, comme je vous l'ai dit. Donc c'est un camp qui est très étendu, sur une 12aine d'hectares, qui va avoir différentes phases de construction entre 1941 et 1944. Là, c'est l'état final à la libération, l'état que nous allons mettre sur cette maquette qu'on va vous présenter. Alors c'est un mémorial aujourd'hui avec un musée, des lieux d'exposition, on rentre dans les anciens bâtiments, on a un lieu de commémoration, un lieu de spectacle vivant, d'art, toute une programmation culturelle, et un lieu de médiation naturellement, de visites guidées, de visites scolaires, qui vous permet de parler un petit peu des chiffres. Pour l'année dernière, c'est 227 000 visiteurs, à peu près la moitié de scolaires,
et l'autre moitié d'individuels qui viennent du monde entier, essentiellement la France, l'Allemagne, la Suisse, la Belgique. Hein. On est transfrontalier, on est près de l'Allemagne, mais on a des gens du monde entier, bien entendu, et à peu près 1500 personnes qu'on voit par rapport à la carte invalidité, dont l'entrée est gratuite du camp, ce qui nous permet de voir un petit peu quel est le public en situation de handicap qui vient sur notre site. Et vous avez ici l'évolution depuis 1960 du nombre de visiteurs avec la chute du Covid, hein, que tout le monde a connu, et une progression et une diminution aujourd'hui parce que depuis mon arrivée à la tête du mémorial, on a décidé de réduire la voilure avec une réduction du nombre de visiteurs parce qu'il y avait trop de visiteurs, des problèmes de conservation, des problèmes de gens qui faisaient la queue pour visiter les bâtiments, et ça, c'était pas acceptable sur un site de mémoire. Et donc, on a mis une jauge pour limiter et avoir une expérience de visite aussi qui soit respectueuse du lieu. Alors, l'accessibilité, jusqu'à présent, on va dire qu'on part de très loin, comme de nombreux musées, hein, on en parlait avec des professionnels aujourd'hui. Une question qui était juste d'accessibilité des bâtiments pour l'instant. Là, vous avez l'étude de 2018, ERP, comment rendre accessibles les escaliers, toutes ces questions-là, mais pas comment rendre accessibles les connaissances. Ça n'a pas du tout été au cœur des questions jusqu'en 2018. Donc on avait juste une question d'ERP. Et donc, il va falloir, depuis quelques années, donc on travaille un petit peu sur comment rendre accessible ce site, qui est très complexe, hein, parce qu'il y a une pente, c'est enneigé, il y a beaucoup d'espaces extérieurs, c'est des monuments historiques, c'est un camp qui n'était pas prévu pour être visité par le public. On pense à Auschwitz qui a les mêmes problèmes. Donc toutes ces questions-là qui nous font réfléchir aux questions d'inclusivité sur le site. Donc on a commencé donc quand on restaure le site, les différents bâtiments, naturellement, on les rend accessibles au fur et à mesure des travaux de restauration. On travaille à la formation des équipes, naturellement, sur ces questions-là. On les sensibilise à ces questions et on a mis en place un plan de formation. Il y a une référente au sein du mémorial. Et on est en train de terminer notre PSC, le premier PSC du mémorial, le projet scientifique et culturel, qui intègre ces questions d'inclusivité, bien entendu. Et puis, une refonte de la muséographie. Notre scénographe est dans la salle, qui prend du temps. Avec les questions budgétaires des sites de l'État, vous vous doutez que tout ça va prendre beaucoup de temps. En tout cas, une scénographie qui date de 2005 et qui aujourd'hui va être complètement revue. Alors venons-en au projet de maquette inclusive. Donc c'est destiné aux personnes déficientes visuelles. C'est le premier projet vraiment lié à permettre l'accessibilité des connaissances à d'autres publics. Et vous avez donc l'équipe qui a travaillé sur ce projet. Donc je commence par moi, donc le directeur qui suis moi-même archéologue, hein, qui travaille sur le site depuis de nombreuses années, donc connaissance architecturale du site assez poussée. Ma collègue Juliette Branger, en thèse de doctorat, qui fouille avec moi le site depuis quelques années et qui travaille sur les questions d'architecture du camp. L'architecte en chef, Pierre Dufour, en 4, qui est, comme c'est un site de l'État, classé au titre des monuments historiques. Donc on a un architecte, un ACMH, qui travaille sur le site, qui est associé au projet. On a un collègue, M. Sébastien Carrara, conducteur d'opération, qui travaille sur le projet. Et puis on a Joël Vergne, ici présent, qui peut peut-être dire 2 mots sur son parcours, artiste. Ça marche? Oui, ça marche en plus. Alors le parcours, oui, je m'appelle Joël Vergne. Mon parcours, c'est la sculpture, souvent. Depuis 25 ans, je fais des monuments pour les villes, alors souvent des appels d'offres. Hein. Je peux faire des personnages, des fontaines artistiques qui représentent certaines choses que les DIN souhaitent. Donc ce sont des concours nationaux. J'ai fait Paoli en Corse, j'ai fait Nietzsche à Aise, parce que Nietzsche était arrivé là, il s'était assis, il avait écrit un peu Zarathustra, donc le maire a souhaité que ça soit fait. Donc je suis doué pour faire les visages à partir de photos de personnes ayant décédé. Et après, je me suis dit, c'est intéressant, mais ça fait 25 ans que je fais ça. Donc il y avait... mais non, on va poursuivre ça et je poursuivrai après. C'est un échange. Alors, quel était le projet, les questions autour de ce projet? Déjà, il fallait reproduire fidèlement le site
dans un État, il y a eu des rangs de réflexion. Est-ce qu'on représente l'État actuel? Est-ce qu'on représente l'État existant? Et puis avec toutes ces phases, quel État ancien, hein? Parce qu'il y a eu différentes phases. Je suis archéologue, donc il y a toute une évolution du camp. On en est venu, est-ce qu'on fait un mixte avec des choses actuelles au sein d'un État antérieur? Donc on est finalement choisi l'État libération, découverte du camp en novembre 1944 par l'armée américaine. Il fallait offrir une expérience aussi accessible pour les malvoyants et les non-voyants. C'était quelque chose dans le cahier des charges de départ. Et puis de très grands formats, 6 mètres x 5 mètres 50, une des plus grandes d'Europe, de maquettes de ce type qui se situera à l'extérieur, en extérieur. Les défis à relever, c'était qu'on avait une ancienne maquette dans le musée qui date de 2005 avec des erreurs, qui n'est pas une maquette accessible, elle est sous cloche, hein, on ne peut pas la toucher. Il fallait qu'il y ait des questions pédagogiques et vraiment intégrer, comme je le dis, les non-voyants. Alors, au niveau des innovations techniques qui ont été mises en place pour ce projet, on va vous le présenter en détail. Hein, la question de l'impression 3D, on va utiliser l'impression 3D. Et la maquette va être fondue en bronze. Et il y avait toute une question de détail extrêmement fin qu'il fallait pouvoir retransmettre dans ce projet. Quelque chose d'inédit hein, sur le niveau de détail. On a des exemples, vous pourrez voir tout à l'heure. Quelque chose qui est important. Et puis, les questions de braille qu'on va évoquer juste après. Je vais un peu plus dans le détail pour vous montrer la taille. In situ, à l'endroit, on va être à l'entrée du camp, avec une vue sur le camp en hauteur. Donc les personnes verront l'état ancien, ils pourront tout de suite voir l'état actuel. Donc d'un point de vue de la médiation, ça va être quelque chose d'assez intéressant pour pouvoir commencer les visites, que ce soit pour les personnes en situation de handicap ou les groupes habituels qui pourront donc utiliser cette maquette. Il y a un petit peu qui représente les 3 espaces hein, que je vous ai dit. Il fallait pouvoir rentrer aussi avec une chaise roulante. Il fallait rentrer dans la maquette pour pouvoir avoir accès à peu près à tous les espaces de cette maquette. Vous voyez tous les enjeux et les questions qu'il y avait sur cette maquette. Alors, c'est une maquette qui a un budget d'à peu près 300 000 €, qui est financée par le ministère des Armées, mais aussi par des mécènes. C'est le premier projet qui n'est pas financé à 100% par l'État au sein du mémorial, qui est un haut lieu de la mémoire nationale. Vous avez donc, par exemple, l'UNADEV, hein, une association qui gère tout ce qui est questions liées aux aveugles et aux malvoyants. Vous avez le Fonds Handicap et Société, vous avez les Gueules Cassées, vous avez la commune de Port-en-Bessin. Vous allez me dire, pourquoi Port-en-Bessin? Qu'est-ce que Port-en-Bessin vient faire sur ce site? Tout simplement parce que vous avez un déporté, ici, Arthur Poitvin, sa photo au camp de Natzweiler, qui était aveugle et qui a survécu au camp, malgré sa situation de handicap. Et donc c'est un personnage, une histoire, et qui après-guerre, il a écrit ses mémoires, il a écrit une chanson au camp qu'on a mis en valeur pour cette maquette, et on a eu aussi un appel aux dons des visiteurs, et à travers cette histoire, ça a permis aussi d'avoir du financement individuel sur ce projet. Alors comment on l'a fait la maquette? Les sources, les archives. Donc ça, heureusement, les archéologues, on avait travaillé sur tout ça, on avait fait le point sur ces archives. Vous avez les plans d'architectes du camp, vous avez le registre de la Bolaitum, on sait chaque jour qu'est-ce qui est fait dans le camp, les matériaux utilisés, combien de déportés utilisés à quelle tâche. C'est quelque chose de très, très organisé, hein, et on a la chance d'avoir une grande partie de ces archives. On a les dessins, tout ce qui est l'expression artistique des différentes époques du camp, hein, des dessins qui ne sont pas clandestins, hein, qui sont faits aux yeux des nazis, des différentes périodes, hein, pendant l'époque nazie, pendant l'époque française en bas. Tout ça nous a permis d'approcher l'architecture. Vous avez les photos, hein, très peu de photos de l'époque nazie. Hein, on a, par rapport à d'autres camps comme Dachau ou comme Auschwitz ou comme Flossenbürg, où il y a des centaines de photos, on a 20 photos de l'époque du camp, ou plutôt même de la libération du camp. On a très très peu de photos de cette époque. Les vestiges en eux-mêmes, hein, ce qui reste, qui sont aussi une source hein, qu'on a modélisé hein, parfois, in situ. Et puis on a utilisé aussi le LIDAR, le relevé LIDAR. Alors c'est par drone maintenant, ou par avion, on survole une surface avec un laser qui va faire une micro-topographie du sol. Ça ne va pas à travers le sol, on voit la micro-topographie. Maintenant, l'hygiène, tout est en ligne. Hein, pour aujourd'hui, toute la France est en ligne.
on peut voir les micro-reliefs qui vont permettre d'être restitués sur la maquette. Mais ce n'est pas les reliefs d'aujourd'hui. Et il y a des changements par rapport à l'époque, vous vous doutez. Donc tout ça, c'est un travail qu'il a fallu intégrer tout au long de notre travail. Puis vous avez les fouilles archéologiques qui ont permis de relever des vestiges qu'on a intégrés dans la maquette. Les travaux des scientifiques, les travaux universitaires, tout ça a été mouliné. Heureusement, ce qui est important de dire dans ce projet, c'est que tout ça avait été fait préalablement et qu'on a pu le valoriser dans cette maquette. S'il n'y avait pas eu tout ce travail, ça aurait été un travail colossal. On n'aurait jamais pu arriver au niveau de détail qu'on a aujourd'hui. Tout était documenté, trié, centralisé. Il y a des documents qui sont arrivés entre-temps, parce qu'on a toujours des documents qui arrivent, des nouveautés, mais sans ce travail préliminaire, on n'aurait pas pu arriver au niveau d'aujourd'hui. Et puis, des documents qui se contredisent. Là, je vous ai mis un exemple pour la carrière. On a 4 plans, aucun qui se correspond. Donc tout ça, c'est grâce au travail archéologique qu'on a pu comparer et intégrer les données qui étaient correctes. Alors, je vais passer la parole à mon collègue qui va vous parler un petit peu de la création de cette maquette, les différentes étapes jusqu'à aujourd'hui. Alors, elle n'est pas encore terminée, elle n'est pas encore coulée. L'objectif, c'est d'ici la fin de l'année de pouvoir l'inaugurer. Bien, je vais continuer. J'appuie sur le vert. D'accord. Alors, là, à l'écran, on voit comment on va composer, par exemple, les miradors. Le mirador était déjà existant. Il existait dans un fichier DWG, c'est-à-dire qu'il a été fait, il était refait à neuf. Donc, l'architecte qui l'a fait a fait le fichier correctement de façon à le reproduire. Alors, par contre, comme beaucoup de choses ne sont pas reproduites en DWG, ce qui fait qu'il va falloir recréer, d'après les photos, les monuments. Alors, je suis allé sur place et certains monuments sont quand même d'époque. Donc, on a une latte de bois, donc on connaît la dimension. Et à partir de là, on va se dire ça va faire tant de hauteur. Mais certaines font 14 cm, d'autres 13, d'autres 12. Donc, on fait une moyenne et on sait que le bâtiment va faire ça. Et à partir du nombre de lattes, qui sont comme ça, on reconstruit entièrement la modélisation du bâtiment. Ça veut dire que tous les bâtiments qu'on va avoir en photo, comme par exemple sur cet exemple qui n'est pas là-dessus, c'est un bâtiment où les prisonniers démontaient les moteurs de Junker. Donc on avait des plans d'époque, et à partir de ce moment-là, on voit très bien que la porte, elle fait 2,50 m par rapport au lap de bois, parce que souvent c'était manufacturé d'une façon un petit peu comme les cathédrales, on faisait les pierres de telle hauteur et ainsi de suite. On allait dans l'autre ville, on avait des toises, donc c'était manufacturé un peu pareil. Donc on va modéliser ce bâtiment exactement comme il était, sachant qu'on a quand même certains plans faits par les Allemands. Et quand on voit qu'il y a aussi des moteurs d'avion, on dit c'est quel moteur? Alors, Monsieur Landau va me dire, oui, c'est un Junker, une matricule, ça et ça, je vois, c'était le 210. Donc, on va rechercher quel était le moteur de l'époque, on le retrouve en photo, dénudé, et à partir de ce moment-là, on va le modéliser en 3D. Après, on se disait, mais comment ils travaillaient? Ils avaient un portique. Donc, dans l'impression en bronze, quelle est la faculté du bronze à être touché de façon à ce que l'humain ne puisse pas, avec sa main, l'écraser. On sait qu'en additionnant certaines poutres, on a une résistance qui est beaucoup plus importante. C'est comme le nid d'abeille. Si je mets mon doigt comme ça, il va casser. C'est pour ça qu'en marbre, on n'a pas quelque chose qui est comme ça, mais on tient quelque chose dans la main. Mon parcours, comme je disais tout à l'heure, c'était 25 ans de sculpture monumentale. Donc, je sais ce qui peut être fragile sur un objet. Là, je suis venu au Strupto, je vais faire une parenthèse, c'est que le parc national du Pont d'Espagne avait besoin de faire la reproduction du parc. Et à un moment donné, il y a un appel d'offres qui vient et je vois qu'ils veulent faire cette reproduction en acier, Corten, qui va rouiller. J'aurais fait dans le cadre du sourcing, parce qu'on donne des renseignements en tant que professionnel à des gens qui ne connaissent pas forcément la technique. Je leur ai dit, ne faites pas ça, parce que n'importe quelle personne qui va venir va avoir les mains rouillées, et le gant, il va falloir le jeter parce qu'il sera plein de rouille, parce que ça ne va pas tenir dans la montagne. Mais faites-le en bronze. Et ils m'ont dit, est-ce que vous pouvez répondre à cet appel d'offres? J'ai répondu, et à partir de là, je leur ai dit, voilà ce qu'on peut faire. Alors on peut faire exactement un terrain en lidar. Le lidar ne prend pas les arbres, il ne prend que le terrain. Et c'était le terrain d'aujourd'hui, donc ça allait. Mais après, j'aurais fait tout le terrain impeccable. Alors les lacs n'apparaissent très mal aussi avec le lidar, parce qu'il va chercher le fond.
et il ne prend pas l'eau. Donc, à partir d'une carte IGN, on prend la carte IGN, on la remet sur le plan en 3D sur Blender, par exemple, et on voit les lacs, on sait que ça fait telle dimension, on le prend dans un fichier qui va permettre de l'extraire avec un fichier, ce que je dirais SVG, et donc, ou de l'AI pour ceux qui pratiquent Adobe Illustrator. Voilà. Et donc ça, on l'imprime en 3D dans une imprimante, on l'imprime à l'envers, et quand on fait la maquette en cire, on vient appuyer dessus, on a notre lac qui est reproduit. Mais ils avaient aussi à mettre des petites maisons. C'est-à-dire tous les refuges qu'il y avait dans la montagne, il fallait les refaire. Donnez-moi les photos. Parce qu'il y en a assez de photos. Donc, ils donnent des photos. Moi, je reproduis en 3D sur Blender tous les monuments que vous souhaitez. On les fait. Et alors, évidemment, la maison faisait entre 5 et 8 mm. Mais elle était exacte, la réplique du refuge. Et les gens qui travaillent là-bas disent « c'est mon refuge ». Oui. On l'insère par une tige qui vient par-dessous et une soudure qui vient par-dessous, avec un acide qui fait que le mélange des métaux se mette, et quand c'est à 1500 mètres d'altitude avec la neige et le soleil, ça ne bouge pas. Donc c'est mon premier chose que j'ai faite, et ils étaient très contents. Alors je continue toujours à faire des monuments. Je pose Nietzsche à Aise, je pose un guide de haute montagne, je crois, à Saint-Martin-Vésubie, et puis un autre qui est un vieux lavoir avec des mains qui tordent le linge pour rappeler le travail des lavandières. Voilà. Et donc, j'ai fait le concours du Struthof parce que ça m'intéresse. Enfin, je suis en âge à m'intéresser à certains travaux et pas à d'autres parce que je trouve que ça va durer longtemps. Et l'intérêt, c'est de la reconstitution historique. Et aussi, à souligner, pour les malvoyants. Alors moi, je vois bien, mais je trouve que les malvoyants sont souvent laissés pour compte de certains sites. Et je me suis dit, c'est vrai qu'on peut arriver aujourd'hui. Et quand j'ai vu les maisons qu'on pouvait faire en petit, je peux faire en grand. Donc quand je vois ça, je me dis, mais oui, c'est le hall où les gens, les prisonniers démontaient les trucs. Parfait. Je sais que ça va tenir. Ça c'est une question d'entavisme et de savoir ce que ça va tenir en technique. Et à la fin, on a un bâtiment comme ça qui est en bronze. Si vous voulez, je peux vous le passer, vous le regardez. Et en fin de compte, vous allez voir le détail. Je commence par vous? Non, c'est pas possible. Excusez-moi, mais voilà. Vous allez voir le détail, vous pouvez faire passer. Et c'est d'un détail d'une finesse où on arrive à avoir 25 microns sur une imprimante laser, un SLA. Et ces 25 microns, c'est quand même quelque chose d'hyper précis. On le passe en bronze dans une fonte de bronze sous vide avec une imprimante spéciale. Mais c'est du bronze. C'est en fin de compte comme vos bijoux, qui sont faits dans des colonnes des colonnes de cire. Et en fin de compte, on fait comme la bijouterie. Mais aujourd'hui, on peut faire le maximum, c'est un format A4 par 15 cm de haut. Ça veut dire qu'on peut faire Notre-Dame de Paris, format A4, 15 cm de haut. Ça fait déjà une belle reproduction pour certaines choses. À partir du moment où on sait qu'on a une flèche qui va venir et qu'en haut, on a une flèche, on a la solution pour rigidifier la flèche. C'est une inclusion en acier inox à l'intérieur. Voilà, on chauffe, ça dilate, on met une inclusion en acier inox, ça se refroidit, l'inox on le soude, et en fin de compte, la flèche ne pourra jamais être tordue par quelqu'un. C'est comme ça qu'on fait. Pour le Struthof, il y a une cheminée du crématoire qui est exactement pareille. Elle fait 5 mm, mais si on la grossit, ça ne sera pas réel. Donc on perce à l'intérieur, on met une tige inox à chaud, voilà, et hop, ça se rétracte et on soude. Et comme ça, on sait que ça va devenir pérenne. Mais ça, c'est ce que je connais depuis des années, parce que si on veut avoir un personnage avec un bras en avant, la personne va se pendre au bras. Alors, on n'a plus les techniques anciennes qui permettaient d'avoir des clés à l'intérieur et de tourner et de venir. Donc, on met des tiges inox comme ça. C'est simplement pour ça. Alors, évidemment, vous avez une imprimante ici qui était une imprimante, ce qu'on appelle, c'est de la matière UV avec une résine. Et en fin de compte, ça focalise à un point tellement précis qu'on arrive à du 25 microns. Donc, à partir de ce moment-là, on peut faire ce que l'on veut en bâtiment. Le tout, c'est de pouvoir reconstruire aussi en 3D. Parce que la reconstruction en 3D du camp du Struthof, c'est qu'il y avait beaucoup de réflexions. Donc, il y a beaucoup d'allers-retours entre moi et les archéologues. Mais quand je dis beaucoup, c'est beaucoup, parce qu'il y a des questionnements de ça, la fenêtre, c'est quelle référence? Parce que, en fin de compte, les fenêtres sont les vraies fenêtres. Alors, pour moi, je n'y connais rien, mais pour les archéologues et pour ceux qui refont un plan aussi exact que ça,
Ils ont 1944 devant eux. Il y a une question, le lidar, c'est vrai que le terrain, le lidar, l'avion, il passe, il est aujourd'hui. Mais à l'époque, avec le plan, comment peut-on faire un plan de l'époque? Alors, on a une mousse de polyuréthane qui est... voilà. Alors, on va voir une mousse de polyuréthane qui est comme ça, qui est usinée grossièrement. D'ailleurs, on arrive à avoir une précision, mais ça va. Mais certaines choses, les routes, c'est celles d'aujourd'hui. Et donc, à l'époque, on voit que c'était comme ça. On nous donne un plan de géomètre de l'époque. Donc, il y a les courbes de niveau. Et à partir du moment où on a les courbes de niveau, on a des endroits où il y a des mires. On a telle hauteur, telle hauteur. Si on sait que 4 mm, ben, c'est 1 mètre, on sait qu'en mettant... nous, on se sert de, comme ça s'appelle, d'apéricube. Là, vous savez, les boules rouges. On les plante et on met un petit trait. Et là, en fin de compte, il nous faut 18 mm. Parce que 4 et 4,8 et 4,12 et 4,16 et 2,18, on est à 3,50 m. Donc, et là, on rajoute la plastiline pour faire le terrain. Et après, on reconstruit tout le terrain. Ça demande du temps. C'est surtout ça. Donc, c'est pour ça que pour faire un projet aussi grand et qui fait pratiquement 6,50 m, c'est pas la pièce, mais quand même, on prend à peu près 12 mois, 1 an et demi. C'est ça. Parce que même les allers-retours en disant ce bâtiment, est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça, mais là, il y avait ça. Donc, on change, on réimprime. Et après, on va en bronze. Et le bronze revient et on essaye de dire, mais oui, mais est-ce que c'est solide? Parce que c'est bien de le faire. Et donc, on vérifie si on peut le casser. Si on le casse, ben, c'est notre faute. Mais si on n'arrive pas à le casser vraiment avec la main, ça veut dire que ça sera cassé avec un objet. Et donc, l'objet, ça devient un délit. Donc, ce n'est pas à nous de payer, c'est la personne qui aura cassé. Donc, on pourra le faire remplacer facilement et gratuitement. Oui, c'est important, parce que ça m'est déjà arrivé. Voilà. Donc, toutes les maisons sont faites en résine SLA, de haute précision. On a le plan en mousse qui a été reproduit de l'époque, validé par les archéologues et l'architecte en chef des monuments historiques. Les maisons sont positionnées. On dit c'est OK, on fait l'emprise. Et on fait en sorte que les maisons soient de niveau, que tout soit de niveau. On enlève les maisons, il reste l'emprise. Ça va partir à la fonte de bronze, qui n'est pas la même que celle qui est la fonte de bronze de précision. Ça vaut déjà beaucoup moins cher. Et en plus, on n'a pas besoin de précision puisque c'est le terrain. Donc, on va faire la fonte de bronze comme ça. On va revenir avec les maisons. On va pointer les maisons avec une soudure d'argent. Voilà. Et on va passer aussi par-dessous avec des tiges qui vont venir reprendre les maisons et les solidifier. Comme ça, on ne pourra pas les enlever. On va faire aussi en sorte, des fois, on ne peut pas souder. Donc, on va faire comme on faisait à l'ancienne. On va repousser le métal, qui est le bronze, directement avec certains outils qui vont faire comme si on avait de la terre, en fin de compte, le long du bâtiment. C'est ça. Mais c'est toujours une technique, enfin, disons, qui ne s'apprend pas comme ça. Il faut beaucoup d'expérience, de savoir-faire dans ce domaine-là. C'est pour ça que ça sera la première maquette tactile en bronze avec cette précision, mais c'est important de le dire, parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui est malvoyant et qui est venu tout à l'heure ici avec une personne qui est spécialiste là, il nous disait, par exemple, les plaquettes, il faut absolument que les plaquettes soient surélevées et qu'il y ait un rectangle pour que le malvoyant, parce que c'est tellement grand que nous, on voit où est la plaquette, qui va dire c'est le numéro 4 ici, en chiffres et en braille. Mais le malvoyant, lui, si c'est grand, comment il fait pour reconnaître où est la plaquette de nomenclature qui se rapporte sur le... Il est 14 ici, je cherche 14. Il est là, il est à bout de bras. Donc il y a un cercle déjà défini parce qu'il va faire ça. Donc à nous de mettre, non pas dans notre façon de penser, mais dans la façon de passer par rapport aux malvoyants. Et donc, en fin de compte, on peut surélever le truc et la plaquette, elle arrive et il faut qu'elle soit bien positionnée pour que ça soit comme ça. Mais ça, on ne l'invente pas. Il faut passer par des gens spécialisés. Voilà, on a l'exemple d'un bâtiment, c'est comme celui tout à l'heure où on a les moteurs d'avion. On a un concasseur, c'est le compresseur. Alors, on n'a pas la photo entière, mais en fin de compte, on définit sur la photo qui a été faite à l'époque, resterait par l'IA, parce que sans l'IA aujourd'hui, on ne peut pas. C'est-à-dire que l'IA va nous permettre d'avoir une photo de bien meilleure qualité, et en disant, ben là, mais il ne faut pas lui dire que c'est une photo, il faut lui dire que c'est une archive. Parce que souvent, quand c'est une photo, il me dit, j'ai pas le droit. Mais
Si c'est une archive, c'est ça, il le fait. Donc, on arrive à avoir un détail qui nous permet de reconnaître ça. Alors, techniquement, évidemment, il faut aussi avoir un bagage technique. C'est-à-dire qu'un compresseur, on doit savoir ce que c'est, on doit savoir quelle marque. Il faut retrouver la marque qui était allemande, la marque 242. Et à partir de ce moment-là, on dit, attendez, c'est ce système-là, telle pression, tel truc, c'est ce fabricant, c'est ça, on récupère le moteur, le truc. Et on les met en pièces, là, en modélisation 3D. Alors, il faut imaginer que ça prend du temps. Beaucoup d'échanges. Voilà. C'est pour ça que je crois que le petit monument est en train de tourner. Non, il est où? Il est là-bas. Voilà. Donc, si vous voulez le récupérer, vous pouvez. Il aura la deuxième rangée à faire. Voilà. Et donc, on continue. Là, en fin de compte, vous voyez ici, ça, c'est ça. En fin de compte, c'est en plastique, c'est pareil. Vous voyez, on peut faire passer, c'est bien parce qu'au moins, on touche. Voilà. C'est en plastique, une résine qui a imprimé l'auberge du Struthof. Qui était l'auberge, je crois, de... C'est le bâtiment, c'est une auberge qui existait avant le camp, qui a été utilisée pour faire la commandanture au début de l'histoire du camp, qui existe en partie. Hein, la moitié est détruite aujourd'hui. Ça, vous pouvez regarder, c'est ce qui a été fait en bronze. Et ça a été restitué à partir des photographies d'époque. On a la chance d'avoir un album photo d'avant-guerre qui a photographié sur beaucoup d'angles cet ensemble et qui a permis de le reconstituer. Alors, l'étape suivante, c'est vrai que ça, c'est la maquette, ce qu'on appelle 3D imprimée en résine haute définition. On regarde, en fin de compte, il faut savoir que la toiture, par exemple, la réelle toiture a peut-être moins d'1 millimètre d'épaisseur parce que c'est la toiture. Donc, on sait très bien que lorsqu'on va arriver à moins d'1 millimètre d'épaisseur, on va avoir un problème avec les malvoyants. Ça risque d'être tranchant. Donc, on est obligé, sur toutes les toitures, de faire en sorte que le pan ne soit pas comme ça, même si c'était pour la neige, on le ramène avec l'angle comme ça et on augmente. C'est du temps passé, simplement, sur une impression 3D. Après, on le fait en impression 3D, comme on l'a vu tout à l'heure sur une machine. On regarde ce qui est bon, ce qui ne va pas, ce qu'on va reproduire, et à bout de à peu près 4-5 impressions, on sait qu'on arrive à l'impression finale, donc ça prend un peu de temps. Une fois que l'impression finale est faite, on le passe en bronze sous vide. C'est-à-dire que quand on coule du bronze, en fin de compte, vous savez ce qu'est un œuf à chocolat. Et bien, en fin de compte, un œuf à chocolat est fait de 2 moules, avec ça au milieu. Donc il n'y a rien et on coule le chocolat. Et bien, c'est pareil pour la forme de bronze en cire. On fait un personnage ou quelque chose en cire, et après on met du plâtre réfractaire autour. On met des clous pour pas que ça tombe, parce que sinon ça tomberait. Et à partir de ce moment-là, la cire s'en va et on le remplace pour le bronze. Mais on a de l'oxygène dans l'air qui, elle, est poussée par le bronze et qui fait des turbulences et des oxydations. Au plus c'est petit, au plus c'est nocif. Pourquoi? Parce que cet oxygène génère de l'eau et en fin de compte, ça donne des suies qui ne vont pas. Et ça fait des scories. Donc, quand il y a du vide, le vide, lui, c'est parfait. Alors, il y a des imprimantes qui le font sous vide, mais ça s'appelle de la cire castable. Là, ce qui a été fait, ce qui est en train de se promener, c'est les nouvelles générations, où on a 2 cires. Une cire pour le monument et une cire, ce qu'on appelle de support. C'est-à-dire qu'est-ce qui va pouvoir faire que le bronze arrive et que ça reparte pour monter. C'est 2 cires différentes, parce qu'une vaut très cher pour faire, enfin cher, elle vaut cher quand même, c'est 200 € le litre, un truc comme ça, ou 300, c'est un bon vin quand même, ça, non, je m'y connais. Hein. Non, et en fin de compte, cette cire, elle est faite par des machines qui sont vraiment spécialisées aujourd'hui. Donc ça a un coût supplémentaire. Mais par contre, quand on sait qu'un bronze, c'est quelque chose qui va durer des centaines, oui, on peut le dire. Ça dure très très longtemps. Et donc, la rentabilité de quelque chose qui est recyclable à 100% aussi, on sait que les Allemands ont tellement coulé de... Et ça, en fin de compte, c'est quelque chose qui ne bougera pas. La patine est une oxydation naturelle. Si on la fait, c'est du vert de gris. Pourquoi? Parce que notre atmosphère par rapport au bronze fait du vert de gris. Donc nous, on le fait avant. On sable et on met un oxyde de fer
qui va le colorer avec de la suie. C'est de la suie d'acétylène ou la suie de verre. Et en fin de compte, on le mélange à un liquide qui est un acide. Et on fait une patine qui devient un peu noire. Et ça se tient bien. Mais par contre, les gens ont tellement touché le plan qu'à un moment donné, c'est un peu partout où vous visitez dans les monuments dans le monde qui sont en bronze, c'est toujours frotté au même endroit. Et ben là, on verra quels sont les monuments qui sont le plus touchés. Genre le crématoire, le ceci, le cela, enfin voilà. Donc j'ai aussi quelque chose dans la poche, parce que je le mets dans la poche, pourquoi ? Parce qu'on ne se rend pas compte, mais on n'a que 2 objets qui seront les plus petits qui existent dans le camp, qu'on a réussi à faire. Et donc, c'est un wagon des prisonniers à l'échelle du camp, avec les rails, et une potence. Alors, parce qu'il y avait une potence sur le camp, une ou deux, une. Et donc, on se dit qu'il fallait quand même si ce n'était pas dedans, il fallait quand même mettre ces objets qui sont représentatifs du nombre de travailleurs qui sont morts pour ce travail et qui sont morts aussi sur la potence. Mais ça, c'est... alors, celui qui les fait tomber par terre, je voudrais le responsable. Vous pouvez voir, hein, et faire tourner. Ah oui, c'est vraiment minutieux parce qu'on voit les roues du wagonnet qui doivent faire moins d'1 millimètre. Et on voit même les axes des wagonnets. Donc on arrive à faire ça aujourd'hui. Voilà, c'est vraiment la technologie qui vient à nous et qui nous permet de faire ça. On les a donnés à un aveugle tout à l'heure, une personne malvoyante qui était venue avec une personne qui est compétente dans ce domaine-là et qui expliquait comment il fallait faire les objets. Et en fin de compte, tout de suite, au toucher, elle sait que c'est un véhicule. Parce que je ne lui ai pas dit d'où ça venait, sinon on l'aurait trouvé. Et même la potence, je n'ai pas dit que c'était une potence. Donc il faut qu'elle puisse me dire ce que c'est. Voilà. La maison, elle les reconnaît très facilement. Les tuiles aussi. Qu'est-ce que vous pensez des tuiles ? Que vous pensez... Mais tout de suite, ils ont un potentiel de 0,1 mm au bout du doigt et au bout des ongles par rapport à ce qui raye. Donc elle me dit, je n'arrive pas à voir les traverses parce que son ongle n'était pas assez pointu pour venir là-dedans. Mais sinon, elle voyait les rails, elle voyait tout ça. Donc elle le voit. En fin de compte, il y a une lecture, comme, je sais pas, une lecture de doigts qui est une lecture de texture. Voilà. Et moi, dans tous les projets que je fais, en fin de compte, je me rapproche d'une association, Valentin Way, qui fait qu'on emmène les choses et on ne dit rien. Surtout. Parce que sinon, c'est trop facile. Et donc, dites-moi ce que c'est. Et en fin de compte, si c'est bien fait, ils définissent que c'est une construction, ça, ça et ça. Voilà. Et en fin de compte, les cheminées, par exemple, elle me disait, ben là, les cheminées, il y avait un petit tuyau. Elle me dit, ah, ça pique. Je dis, oui, mais ça, le tuyau, on peut l'enlever parce que personne ne le saura. Et c'est vrai. Pourquoi ? Parce que ça peut accrocher. Moi-même, je ne l'aurais pas vu, mais certaines, oui. Et il y en avait une autre où il n'y en avait pas. Elle me dit, c'est mieux, ça. Oui, parce que le petit tuyau qui fait même pas un demi-millimètre est en fin de compte assez pointu pour faire en sorte, parce qu'ils vont assez vite, des fois, même s'ils vont doucement, mais ça peut être embêtant pour les personnes qui sont malvoyantes. C'est important, je voulais rajouter là-dessus, c'est qu'à toutes les étapes, il y ait association avec les usagers, les personnes qui vont utiliser la maquette. Par exemple, hein, sur les noms, Joël l'a un peu expliqué, mais je vais l'expliquer autrement, les fameux cartels avec les numéros, l'architecte en chef, il veut quelque chose de beau. Il ne faut surtout pas que ça dépasse, il faut que ça soit intégré à la maquette, sauf que là, l'aveugle, eh ben, il ne le verra pas. Il ne pourra pas après trouver le numéro. Donc il faut que ça soit en surélévation. Et si on réalise cette maquette et que ça ne peut pas être utile au public pour lequel c'est destiné, il y a un problème. Donc vraiment, c'est important qu'à toutes les étapes, il y ait ces différents points de vue, ces différentes sensibilités, ces différents professionnels hein, qui permettent que le projet il réponde à la commande. Hein. C'est une maquette pour différents types de publics. On avait eu oui, je vais parler un petit peu des problèmes. On avait comment restituer l'enceinte, comment l'enceinte de barbelés, parce que là, ça, c'est pas possible. Hein. On ne pouvait pas faire les barbelés, c'est trop fragile, ça aurait pu être cassé. Donc, on a suggéré avec des poteaux qui reprennent les alignements, qui vont être soudés. On va percer la maquette et on va insérer des poteaux qui reprennent l'écartement des poteaux
qu'il y a dans le camp. On a aussi, vous voyez, les nez de marche, les marches des escaliers du camp, qui sont aussi des pièces qui vont être rapportées. Donc on a une partie de la maquette qui est coulée, le sol, et tout ce qui est bâtiment, on vous a montré, on le voyait un peu sur la précédente, les bâtiments, eux, vont être... Oups là, j'ai quitté par erreur. Non, c'est bon. Les bâtiments, vous voyez, on a des réservations dans la maquette qui vont être intégrées. Et comme je le dis, l'enceinte, certains petits éléments et aussi les petits cartels qui vont être rajoutés dans la maquette. Donc les corrections, ça a été un travail de fou. Il faut se déplacer, il faut aller sur les lieux, il faut toucher la plastiline. Ça, les archéologues, on aime bien la matière, donc on a aussi mis notre trace sur cette maquette. Vous voyez un petit peu les différentes étapes où on a intégré les impressions 3D à la maquette en mousse et impression 3D que Joël vous a bien expliqué. Voilà un petit peu, là je laisse Joël parler parce que c'est le moulage des îlots, comment ça s'est passé. C'est tout récent, ça date d'il y a quelques semaines. Oui, je vois, décembre, oui, d'accord. Alors, une fois que l'îlot est fait en mousse de polyuréthane haute densité, on moule ça comment ça s'appelle excusez-moi du terme. Non, en silicone, pardon, moule silicone, pour la précision. Et après, une chape en plâtre. Et donc, ça va permettre de tirer le bronze, la cire, et en faire un bronze. Voilà, comme ça, et après, on va venir mettre les maisons par-dessus. Sachant que la patine, évidemment, est faite tout ensemble, sauf pour les cartels de bronze qui ne doivent pas subir une patine ou une chaleur. À cause des billes en inox qui servent à lire le braille, parce que les billes en inox sont mises à froid dans un métal qui est froid, et donc ça chauffe. Et donc la thermie fait que ça se resserre sur la bille. Et donc, c'est pérenne. Donc, il ne faut pas réchauffer ça par derrière. Donc, le braille, on le rajoute à la fin et on n'y touche pas. Voilà. Ce qui est important de dire aussi, c'est que les moules vont être conservés au mémorial. Ça va rentrer dans les collections du mémorial pour l'histoire. Si jamais il y avait à refaire quelque chose, ces moules vont être conservés. Ils ne vont pas être gardés à la fonderie. Oui, tout à fait. Enfin, en général, les moules sont conservés à partir du moment où il y a une traçabilité et qu'on peut refaire. On casse les moules. Moi, j'ai fait des bas-reliefs pour l'usine Mann. Eh bien, ça a été cassé. Pourquoi ? Parce qu'on est arrivé à 12. 8 plus 4. Donc, ça, c'est terminé. On casse le moule. Voilà. Mais là, non. On peut le conserver. Voilà. Là, ce sont les cires qui ont été... alors, il y a 3 îlots, 3 îlots, le camp bas, le camp haut et le camp de la carrière. Ça, ce sont les chemins des déportés. Donc, il n'y a pas de maison sur le chemin des déportés. Il y a simplement une dalle ici que l'on voit et qui est matérialisée. C'est la dalle de l'ancien crématoire. C'est ça, c'est l'ancien crématoire roulant, enfin qui est mobile. Voilà. Et donc il y a la plaquette tactile ici, qui est en braille, qui est surélevée, qui permet de lire. Et en fin de compte, elle restera de cette couleur, alors que tout le reste sera dans la couleur que vous avez vue, qui est en bronze et qui se promène là. Voilà. Donc, et vous voyez les poteaux aussi juste avant, les poteaux que l'on voit ici, ce n'est pas les premiers poteaux que vous avez vus. On a trouvé que de toute façon, ils étaient trop gros. Parce que les poteaux font 50 cm de large sur le terrain. Mais 50 cm, on est à un demi-millimètre. On le plie. Donc, comme on est au 250e, on peut faire des poteaux qui font 1,8 mm. C'est de l'inox. Et un inox très solide, très rigide. On peut essayer, on ne pliera pas au doigt, c'est impossible, on va se blesser. Donc tout ça, c'est fait pour, sachant quand même qu'il faudra faire, on va limer bien comme il faut pour que ça soit arrondi dessus, pour pas qu'il y ait des trucs comme ça. Mais les aveugles, ils ne font pas comme ça. Ils viennent et ils ont un balayage de main quand même qui est assez lisse. Ils viennent pas se poser comme ça parce que donc ils ont l'habitude de faire ça. Donc ils verront tout de suite qu'il y a un chemin qui vient. Alors, ça, c'est la patine. Alors, moi, j'ai appris à faire les patines, donc je sais à peu près quelle est la teinte qui va être faite. C'est fait avec justement un oxyde de fer, qui est un acide, plus de la poudre de verre. C'est-à-dire, on fait brûler le verre et en fin de compte, la fumée et la suie de verre que l'on mélange avec cet acide fait que le bronze devient d'une certaine noirceur gris. Mais par contre, c'est très pérenne.
C'est très ancien. Hein. On ne l'a pas inventé parce qu'il faisait pareil il y a 2500 ans. Alors, voilà. Et c'est là où vous avez vu les précisions du monument qui, lui, a été fait en 2WG. Donc, évidemment, la reproduction que vous avez vue et la fonte de bronze qui est sans patine. Vous avez cette cire que je vous disais, la bleue, qui est la cire qui vaut cher, et que la blanche, c'est une cire de position et qui est beaucoup moins chère, et qui, en fin de compte, fait simplement l'alimentation et les vents qui va aller au bronze. Et les précisions que vous avez pour les moteurs. Là, vous avez le petit mirador, la petite cabane d'entrée du camp, voilà, et vous avez ce qui est en train de se promener entre la potence et ça. Voilà. Là, c'est la photo de l'auberge, vous voyez, et la maquette. Hein, vous voyez la qualité, on croirait que c'est la maquette. C'est une photo originale. Et puis la fonte qui va avoir lieu d'ici la fin de l'année. Là, c'est la fonderie quand on est allé faire les... C'est en préparation, puisque là, on va passer en fonte. Les deux cires que vous avez vues vont être faites en fonte ici. C'est-à-dire qu'au mois d'avril, les fontes vont être finies. Voilà. Et puis pour terminer, pour conclure, parce qu'on est presque à la fin, il faut faire vivre cette maquette avec des ateliers pédagogiques. On a déjà commencé à travailler sur des types de visites pour les personnes à mobilité réduite et pour les personnes en handicap visuel. Donc, avec donc un plan adapté de visite, avec donc des médiateurs qui accompagneraient, des associations spécialisées, avec tout un parcours qui est travaillé, avec des outils. La maquette est un outil de cette médiation, et des facsimilés aussi d'objets qui sont habituels dans nos musées. On va pas y revenir là-dessus. Mais au-delà de cette inclusivité, ce projet, vous l'avez vu, pour conclure, c'est aussi une maquette qui sert dans d'autres contextes, pour les visites qui ont lieu tous les jours, bien entendu. Et puis on va aussi en faire un atelier pédagogique, parce qu'à partir des modélisations de ces bâtiments, on va pouvoir faire un atelier pédagogique sur l'architecture du camp. On va pouvoir, avec les élèves, travailler, classer les bâtiments en fonction de leur forme, quelles étaient leurs fonctions, quelles sont leurs histoires. Donc on va pouvoir travailler sur des créations d'ateliers, parce qu'on a récupéré, et dans le contrat qu'on a fait, on a de pouvoir récupérer tous ces fichiers qui nous appartiennent au ministère des Armées, et donc on va pouvoir utiliser pour d'autres projets, et pas c'est le début d'un projet pour plein d'autres petits projets là-dessus. Voilà. Et naturellement, dans les questions de refonte de la scénographie, le musée va être complètement revu, et les différents espaces scénographiques, dans un calendrier qui n'est pas encore très bien connu. En tout cas, les questions de l'inclusivité seront bien sûr intégrées à cette nouvelle scénographie. Alors, je ne sais pas s'il y avait peut-être des questions. Voilà. Peut-être qu'on peut faire passer un micro. Il y a une question, Joël. Ouais, voilà, il y en a deux en fait. Merci. Oui, j'ai une question un peu spéculative, on va dire. Je voulais savoir juste dans quelle mesure la fabrication et toute la mise au point de cette maquette était un outil de connaissance pour l'archéologue, et pas seulement un outil de représentation de ce qui est déjà connu. Effectivement, ça nous a fait réfléchir à plein de choses qu'on n'avait pas réfléchi. Parce que sur chaque bâtiment, on avait fait un état de la documentation, on n'avait pas forcément travaillé sur certains aspects. Ça nous a fait réfléchir. Oui, ça a été un outil de connaissance, je suis d'accord. Parce qu'on a dû travailler des aspects. C'est ma petite nièce, là, au fond de la salle, qui est venue assister au tonton, la première présentation du tonton. Mais visiblement, ça ne l'intéresse pas trop. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire ? Mais donc, je disais, oui, ça a été un outil de connaissance. Au-delà de valorisation des connaissances, il y a les deux aspects. Je suis tout à fait d'accord. Moi, j'ai juste une question. La maquette, vous allez la mettre dehors ? Oui. Alors, je vous explique. Donc, moi, je suis Sophie Rêve, je travaille au château du Haut-Kenisbourg. On se connaît, oui. Oui, on se connaît. Et nous, notre maquette, vous le savez, on a une maquette en bronze aussi. Andelot ? Non, ouais, oui. Moi, je suis plus à Andelot, je suis au château du Haut-Kenisbourg. Et au château du Haut-Kenisbourg, on a une maquette en bronze, donc pareil, tactile, pour les publics malvoyants. Et on a un gros souci, parce que je suis dans le cadre de la refonte de toute la muséographie du château, je suis embauchée pour ça. Et nous, on a un problème, c'est qu'en été, elle est brûlante, et en hiver, elle est glaciale. Donc on se pose réellement la question de est-ce qu'on va la laisser en extérieur ou pas. Et je me demandais, est-ce que vous aviez réfléchi
justement à cette problématique. Joël, micro. Alors, moi, pour vous dire, je fais Nietzsche à Aise. Nietzsche, il est assis sur un banc, mais il n'y a pas de pied au banc, parce que le pied, il est dans la jambe. Mais ça, c'est pas un problème, c'est-à-dire qu'il est comme ça, et en fait, quand tout le pied, il se repose. Et il y a des gens qui s'assoient. Donc, en plein été, il n'y a pas un banc, même en bois, qui est où on peut s'asseoir. Du reste, tout le monde s'en aperçoit. Ce n'est pas une question de matière, c'est une question de température. Ben oui. Mais c'est vrai que si vous avez une maquette tactile et qu'en fin de compte, dans l'été, il fait 40 degrés, c'est obligé. Alors, il y a l'autre solution, c'est-à-dire qu'en fin de compte, ils font l'ombrer. Alors, ça existe. On peut ombrer quelque chose avec des arbres en pot, c'est-à-dire les pots sont grands, mais c'est esthétique. Ça dépend comment on les fait. Voilà, ça dépend comment on habille aussi l'arbre, aussi au niveau archéologie. On peut faire des choses au niveau scénographie sur le pot. Et vous avez des arbres suffisamment conséquents qui fait que, à l'heure qui était comme ça, c'est-à-dire la fréquence de chaleur, qui ne sera pas 20 degrés ou 25, ça va très bien, mais quand ça sera l'après-midi et les hautes températures, cette ombre, elle va couvrir la maquette. Alors l'hiver, on est fermé. Hein, l'hiver, déjà, c'est vrai que moi j'habite Mais dans un bon. département, il fait un peu meilleur. rapport au Mais au Struthof, alors oui, c'est vrai, moi au Struthof, j'y suis allé au mois d'avril. Mois d'avril, avant, s'il fait beau, je ne mets pas les gants. Là, j'ai mis les gants. Moi, je conseille qu'il faut mettre les gants. Mais non, mais c'est pas ça. C'est-à-dire que si on va voir quelque chose en plein hiver et qu'on peut toucher, on sait que c'est froid. Quand vous avez besoin de mettre des glaçons dans de l'eau, en fin de compte, vous prenez quand même le glaçon. Mais là, c'est pareil. C'est en fin de compte... Ah non, non. Mais on ne peut rien changer. C'est-à-dire qu'il y a une contrainte. Il y a une contrainte climatique qui est la même que pour nous. C'est-à-dire que la contrainte climatique, quand il fait chaud, on va dire, d'accord, il fait 40 degrés. Même moi, je me dis, mais 40 degrés, ben, je ne sors pas, je reste à l'ombre. Mais c'est vrai, on a une contrainte climatique, mais on est pénalisé par cette contrainte climatique. On ne peut pas changer la température, mais mettre de l'ombre sans on sait faire. Par contre, oui, si on devait chauffer une maquette, c'est possible. C'est toujours possible de chauffer, mais ça ne va pas. On ne peut pas le faire. Donc, je pense qu'il faut quand même avoir et accepter que certaines choses, oui, il y aura même de la neige sur la maquette. Moi, oui. Oui. Oui, mais moi je sais qu'au Truthof, à -2, -5, quand je vais dehors, si je n'ai pas les gants, mais j'ai froid aux mains parce qu'au bout d'une heure. Et oui, non, mais c'est vrai, mais c'est la pénibilité de ça. La maquette que j'ai faite au pont d'Espagne, je vous assure qu'en été, c'est chaud. Et qu'en hiver, vous êtes à une altitude où ça fait vraiment très froid. Mais les gens qui viennent, c'est difficile. D'abord, c'est vrai que les aveugles n'y vont pas là-bas, les malvoyants. Mais de toute façon, la maquette, vous sentez qu'elle est vraiment froide. La chaleur, c'est souvent une question d'aération par rapport à la grandeur de la maquette aussi. Là, par exemple, vous allez avoir pas une maquette, vous allez avoir une maquette qui a une peau. Ce qui fait qu'il n'y aura pas de rebord. Ce qui fait que vous avez toute l'air qui va passer par-dessous et qui va quand même aérer la maquette. Parce que les maquettes fermées, ça, c'est un problème. La maquette fermée, vous avez une armoire, elle est fermée, vous rentrez, vous mettez la main dedans, vous trouvez qu'il fait froid alors que chez vous, il fait 22 degrés. Pourquoi ? Parce que c'est fermé. Et donc, quand il fait froid, si la maquette, elle est en pot, là, vous aurez une thermie qui sera moins importante. Alors, on le sait maintenant par expérience, hein, parce qu'en fermant les maquettes, on a automatiquement la chaleur qui ne s'évacue pas. Oui, mais on peut la faire esthétique en pot, hein. C'est toujours pareil, hein, parce qu'il suffit de faire le socle comme ils ont fait. Au départ, nous, on avait les côtés, et en fin de compte, l'architecte en chef a souhaité que ça soit en pot. Alors, c'est mieux pour la thermie. Voilà. Y a-t-il d'autres questions ? Une dame au premier rang, Joël, derrière toi. Voilà. Merci. Bonjour, je suis non-voyante et je suis une professionnelle de la muséographie. Et j'ai été chargée pendant 30 ans de l'accessibilité inclusive à la Cité des Sciences. Alors des maquettes, on en a fait beaucoup. Et ici, j'ai une deuxième question. Il y a la première question qui est celle de la température.
qui semble vraiment difficile, vraiment difficile. Quand il fait froid, quand on pose les doigts sur quelque chose de froid, vous avez tous les capteurs tactiles qui sont anesthésiés. Donc, on ne sent rien. Donc, impossible de discriminer votre maquette. Deuxième élément, c'est la dimension. 6 mètres sur 5,50. C'est une maquette qui est d'un seul tenant, je suppose. En 3 parties, où on peut s'introduire dans la maquette. Il y a des passages. Ce n'est pas un rectangle de 6,50 m sur 5,50 m. C'est une forme qui est complètement irrégulière. Ça fait, comment dirais-je, c'est poli. Pardon ? C'est comme, oui, c'est assez organique. Bon, oui. ça suit la configuration. Exactement, ça suit la configuration du camp. Oui. C'est pas large. La plus grande largeur, elle fait à peu près elle doit faire 1,20 m. 1,20 m, le maximum de large, c'est 1,20 m. D'accord. Donc, possibilité d'avoir un empan suffisant de bras, de mains pour atteindre les parties les plus éloignées. Il y a une question ergonomique, forcément, corporelle, puisqu'il faut aller toucher les éléments pour les percevoir. Vous avez ici beaucoup d'éléments dans cette maquette. Beaucoup d'éléments qui sont indiqués par des cartels et des numéros, d'après ce que... Tout à fait, oui. Alors, je pense que ça va être une certaine difficulté, parce qu'il va falloir aller au cartel, retourner ou se souvenir, etc. C'est une difficulté de mémorisation, certainement. Mais vous avez des éléments similaires qui sont répétitifs, comme les bâtiments, par exemple, etc. Alors, ce que je me disais, quand même, par rapport à cette grande dimension, où on va circuler, où il va y avoir une somme très importante d'actions, du corps, des bras, des mains pour atteindre des doigts, etc. Il va falloir beaucoup de temps pour décrypter cette maquette. Alors je me demande si vous avez encore la possibilité de réaliser un plan de cette maquette. Oui, on y a pensé, effectivement, qu'on puisse donner en accompagnement un plan qui soit lisible par les personnes malvoyantes. Non, il faut qu'il soit sur place. Il faut qu'il soit intégré à la maquette. Si vous avez un plan que vous distribuez, d'expérience, ça ne fonctionne pas. Alors, je laisse Joël, il y a un petit plan qui est prévu sur la maquette en relief. Ouais, c'est vrai que la surface, en fin de compte, pour se rendre compte des bâtiments, il fallait passer dans un 250e. Alors, c'est la dimension est bien, mais c'est mon point de vue personnel, mais je pense qu'il fallait, j'en ai discuté même avec d'autres personnes, il fallait que la maquette, une maquette plus petite, qui fasse, je pense, 60 cm, puisse permettre justement aux malvoyants de voir, de se situer et de voir tout ce qu'il peut faire en premier. Pourquoi ? Parce qu'il y a le camp bas, le chemin des déportés, le camp haut, le chemin de la carrière, qui sont 5 éléments. Mais je trouve bien dans cette inclusion, c'est qu'en fin de compte, on a un parcours qui est long. Moi, je suis à Nice et j'ai posé la question justement à l'association Valentin Hoy, c'est comment faites-vous pour faire des parcours ? Est-ce que vous avez des parcours ? Et ils me disent non. Moi, je trouve qu'un parcours de 1 heure pour découvrir quelque chose tranquillement, la première maquette qui ferait 50 cm, pas grand, pas que ça coûte de l'argent, et en fin de compte qui permet de voir le camp du Struthof dans son entier, avec les choses plus petites, et donc les bâtiments qui sont tout petits mais qui sont là, et qu'après de passer à la maquette numéro 1, après la maquette numéro 2, la maquette numéro 3, et en fin de compte, il aurait déjà un repère dans sa tête, parce que je me mets à la place de quelqu'un qui est malvoyant, s'il y a une maquette plus petite, eh ben, en fin de compte, tout de suite, il a quelque chose de spatial qui fait qu'il se rend compte, et ça monte, et on est là, parce que même cette maquette-là, on peut mettre un personnage ou deux qui permettent de voir l'échelle que c'est, et ça permet de visualiser très très bien ça. Alors, je pense que vous n'avez pas besoin de faire une maquette plus petite homothétique, mais faire, par exemple, une maquette qui représente la topologie avec des éléments masse.
une sorte de maquette masse en quelque sorte, qui puisse permettre de prendre l'information de manière globale, rapide, et ensuite avoir effectivement en mémoire la topologie de cet ensemble pour pouvoir circuler. Merci. Et encore un autre élément, vous avez fait un travail énorme, mais est-ce que vous connaissez le guide pour l'acheteur public de production de représentation tactile en relief? Moi, personnellement, non. C'est un guide qui a été publié aux éditions officielles en 2001, en juin 2001. Le guide pour la commande publique lié au handicap, c'est ça? Non, non, non. C'est le guide pour l'acheteur public, comme il existe des tas de guides pour l'urbanisme, etc. Et il y a un guide pour la représentation tactile d'éléments lisibles tactilement, lisibles par les personnes handicapées visuelles, qui intègre tout un ensemble de données, et en particulier de données ergonomiques et de seuils de sensibilité. 2001. Juin 2001. Journaux officiels. Alors, je suis désolé, on nous fait signe qu'il y a la prochaine communication, on a pris du retard. Il va falloir qu'on laisse la place au suivant. Mais nous, je propose qu'on puisse encore discuter avec vous au stand qui est juste à la sortie de la salle. Je vous remercie.